Hello, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast intitulé Simple Équilibre. Ensemble, on va parler santé naturelle, nutrition, mindset, gestion du stress, sport, neurosciences et encore plein d'autres choses utiles dans ta santé au quotidien. Moi c'est Alex, explorateur du corps humain, multipassionné, sportif et professionnel de l'accompagnement santé holistique. Si le contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. N'hésite pas à mettre un petit j'aime et un commentaire sous la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et puis moi je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Ciao! Aux Jeux de Tokyo, je suis passé à 1/10 de la qualification. Dans ma discipline, cela correspond à une erreur de 1/10 de millimètre sur un tir. Pour Paris, je peux pas passer à côté de la qualification. Je m'appelle Brian Baudouin. Je pratique le tir à la carabine à 10 et à 50 mètres. Ma spécialité, c'est le tir à 10 mètres. Un tir de qualité s'obtient grâce à la technique, la concentration. Le projectile ne mesure que 4,5 mm et le centre parfait fait la taille d'une tête d'épingle. C'est la précision avec laquelle je touche le centre qui détermine mon score. Pour faire 10.9, il faut avoir une stabilité absolue. Pour ça, je m'entraîne 5 heures par jour, 10 fois par semaine. D'ici 2024, j'aurai réalisé plus de 300 000 tirs. C'est ça une prépa olympique. Plonge dans l'univers captivant du tir à la carabine aux côtés de Brian Baudouin, athlète français d'exception dont le palmarès impressionnant parle de lui-même. Avec des victoires aux championnats d'Europe et du monde, Brian nous livre les secrets de son succès dans cette entrevue exclusive. Après avoir remporté plus de 22 médailles lors de compétitions internationales, il est déterminé à poursuivre son parcours et à afficher son talent aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Découvre les principes fondamentaux de sa discipline, qu'est le tir, de la concentration à la précision en passant par la préparation mentale. Il partage ses astuces pour maintenir son calme et aborder chaque tir avec assurance, ainsi que l'importance cruciale de la nutrition, du sommeil et de la récupération dans sa routine quotidienne. Rejoins-nous pour une conversation inspirante et enrichissante avec Brian, où la passion, la persévérance et l'aspiration à l'excellence se rencontrent. Belle écoute! Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir Brian Baudouin. Bonjour Brian, est-ce que ça va? Bonjour Alexandre, ça va très bien et toi? Super. Bon, même si on s'est eu tout à l'heure et on a discuté, mais est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Bien sûr, alors je suis Brian Baudouin, je suis membre de l'équipe de France de tir à la carabine depuis 2011, quand j'étais cadet. Et rapidement, donc moi je m'entraîne à l'INSEP à Paris depuis un certain temps. Je suis passé par l'équipe de France de Strasbourg aussi en sport-études. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai été médaillé en Coupe du Monde l'année dernière, vice-champion d'Europe, champion d'Europe. Voilà, pour la faire simple. Ok, oui, pour la faire simple, super. Ouais. Alors de toute façon, on va retracer un petit peu ton parcours, mais j'aime bien commencer par ça dans mes podcasts. Pour moi, il n'y a pas que les enfants qui ont le droit de rêver. Et justement, toi, quel est ton plus grand rêve? Quelle est la chose qui te fait vibrer et que tu veux réaliser dans ta vie? Dis-moi tout. Je dirais, bon, évidemment, mon rêve ultime, ça va être d'être champion olympique. Mais je dirais aussi, c'est d'être heureux dans sa vie et d'être bien dans sa vie, parce que mine de rien, c'est hyper important d'avoir un bon équilibre. Et du coup, donc effectivement, sur l'aspect sportif, bah, ce serait le maximum, ce serait d'être champion olympique, voire plusieurs médailles olympiques, hein, sinon on a différentes disciplines. Et aussi, bah, tout simplement de continuer à m'épanouir à l'heure actuelle dans cet équilibre entre le sport et ma vie professionnelle aussi.
Ça c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que même moi je le vois en fait en consultation quand on parle de santé. Des fois des fois j'ai quelqu'un, tu vois, qui fait tout bien sur nutrition, sur son sommeil, sur voilà son activité physique, sur tout, mais elle se lève le matin et elle va à un job qu'elle déteste. Ah Et oui, bah dans ce genre de cas, on peut pas avoir, pour moi en fait, une pleine santé si voilà t'as quelque chose qui ne te fait pas vibrer au oui, quotidien, c'est compliqué. C'est pour ça du coup que voilà tu parlais d'un équilibre ouais, euh, clairement. de vie, et ça c'est voilà c'est clair Ouais, que c'est ouais, c'est vraiment hyper important essentiel. pour être bien, pour être à l'aise au quotidien, avancer, hein, tout simplement. Et moi, c'est un équilibre que j'ai connu bah, avec le sport de haut niveau aussi, parce que bah, du coup, entre la relation études et projet professionnel et sport, pareil, on parle souvent de cette notion d'équilibre et c'est hyper important, quoi. Hmm. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à être athlète de haut niveau? Est-ce que voilà, dès ta jeunesse, t'as kiffé le sport? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené un petit peu là-dedans? Euh, je dirais, c'est de par mes résultats où j'ai réussi à monter au fur et à mesure et du coup, bah, à me dire, atteindre un certain niveau et puis bah, après à me lancer à 100% parce que c'est un petit peu une école de la vie aussi, le sport de haut niveau. On y apprend énormément, que ce soit sur les valeurs sportives ou même les valeurs du quotidien. Et du coup, oui, en effet, de base, c'est mon frère qui m'a transmis cette passion du tir. Et derrière, bah, moi, j'ai continué et puis au final, lui a arrêté et moi, j'ai toujours continué. Donc, et puis, j'en suis là aujourd'hui. Ah, donc c'est génial, c'est ton frère Mm. en premier qui était du coup au tir. Ouais, On va revenir après du coup sur ta discipline, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais ouais, donc en fait au début, voilà, c'était ton frère qui tirait, c'est ça? exactement. Il tirait, donc, moi, je suis originaire de base des Yvelines de Versailles. Et du coup, il me ramenait ses cartons de tir au fur et à mesure, donc qui venaient de faire un entraînement. Si on tirait sur des cartons, maintenant on est sur les cibles électroniques, on a un peu évolué quand même. Hmm. Et du coup, j'ai voulu essayer et après, bah voilà. Généralement, on te dit, est-ce que tu t'orientes vers le pistolet ou vers la carabine? Et moi, j'avais choisi la carabine et je regrette pas, malgré le fait que on a une discipline qui est plus contraignante que le pistolet, par exemple. Parce qu'on a beaucoup plus de matériel, les armes coûtent plus cher, elles sont plus lourdes. Voilà, en termes d'équipement, c'est pas pareil, mais la passion de la discipline est très présente chez moi. Ok. Ah, c'est génial. Et du coup, t'avais quel âge quand t'as fait, on va dire, tes premiers tirs? J'avais 8 ans. Ouais, T'avais 8 ans. ouais, Ok. j'avais 8 ans, 7-8 ans, et très rapidement, en fait, bah, Versailles était un club très axé compétition. Donc en fait, très rapidement, ils nous amenaient à la compétition et moi, j'ai tout de suite adoré. Et puis, j'avais des petites facilités, on va dire, de base. C'est-à-dire, j'étais un garçon qui était quand même assez calme, voilà, j'arrivais bien à me concentrer, ça me faisait pas peur d'aller m'entraîner régulièrement et puis bah du coup j'ai vite été bon à mon petit niveau d'époque champion départemental, champion régional. Puis au fur et à mesure bah j'ai grimpé quoi. Ok, ah, c'est génial. Oui, Mm. parce que on va en reparler tout à l'heure, mais la concentration et le calme, c'est un peu les maîtres mots c'est vrai que de la discipline avec la gestion du mental. Donc, ah, Ouais, c'est génial. ouais, clairement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, hein, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, les grands principes de De ta la discipline. discipline? Mm. Donc en gros on a deux distances, on va avoir le 10 mètres et le 50 mètres. Alors avec deux carabines différentes. Et à 10 mètres, du coup, on va tirer des plombs. La cible, enfin le rond, la partie noire de la cible que l'on vise, elle va faire à peu près un peu plus d'une taille de 2 euros. Donc à 10 mètres, on peut imaginer une pièce de 2 euros un petit peu plus grande à 10 mètres. Donc ça veut dire qu'il est le 10, le centre parfait, bah, l'objectif c'est tout le temps de tirer au milieu. Du coup il fait moins d'un millimètre, donc c'est 0,5 millimètres. Et à 50 mètres, donc là on tire donc c'est de la 22 long rifle, c'est un calibre qui est un peu plus costaud, un peu plus forcément il y a un petit peu plus de distance, donc faut un peu plus d'énergie. Et du coup là on va tirer une cible. Par exemple, si je prends encore l'exemple du 10, ça va être l'équivalent d'une pièce de 10 centimes. Donc ça veut dire on va viser en permanence l'équivalent d'une pièce de 10 centimes à 50 mètres. Et que toi, ta préférence, c'était sur le 10 mètres, non? C'est ça?
Ouais, moi, ma discipline où j'ai la majorité de mon palmarès, c'est à 10 mètres. Donc j'étais champion du monde junior, j'ai fait vice-champion d'Europe en 2019 en senior, finaliste en championnat d'Europe, vice-champion d'Europe, champion d'Europe, médaillé en Coupe du Monde, finaliste en Coupe du Monde. Donc oui, oui, moi clairement, j'ai plus un profil 10 mètres, mais la discipline 10 mètres, elle est ultra concurrentielle, et c'est-à-dire que sur la ligne de départ, on peut être 40 à gagner. Ok. Ah oui, Mm. oui, d'accord. Ouais. Et quelle est la principale en fait différence, mis à part la distance entre le 50 mètres et le 10 mètres? Parce que on pourrait croire que le 10 mètres en soi c'est plus facile, mais peut-être que tu vas me dire le contraire. En fait, c'est pas que c'est plus facile, c'est surtout que le 10 est beaucoup plus petit. C'est-à-dire, là tout à l'heure, je t'ai dit que ça faisait un demi-millimètre, et à 50 mètres, ça fait l'équivalent d'une pièce de 10 centimes. Donc c'est beaucoup plus petit, et d'un côté, on a moins le droit à l'erreur parce que tout le monde tire plein pot en fait, tout le monde tire au centre de la cible. Et si jamais tu fais une erreur, tu perds des points, et t'as intérêt d'aller chercher du 10.8, du 10.9. Le 10.9, c'est le centre parfait de la cible pour justement compenser cette erreur. Et c'est vrai que du coup, tout le monde tire assez haut en Coupe du Monde, par exemple. Et du coup, faut réussir à être... souvent, ça joue au 10e près, quoi. C'est-à-dire, Hmm. tu finis ton match, si je prends des championnats du monde, moi j'étais aux portes de la finale. J'ai fini par un 10.2 mon match. Si j'avais fait un 10.4, j'étais en finale. Donc ça joue vraiment à rien, quoi. Hmm. Ok. Ah, c'est intéressant. Et Ouais. est-ce que tu Et, pourrais nous et, et, dire? Ouais. du coup, à 50 mètres, il y a une grosse précision que j'ai pas donnée. C'est qu'à 10 mètres, on tire que debout. Et à 50 mètres, on va tirer genoux, couché, debout. C'est en 3 positions, en fait. Ah, d'accord. Ouais, Ok, ok. Ah, ouais, c'est ouais. intéressant. Mm. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu les étapes avant de tirer? Tu te mets en place et puis jusqu'à voilà le Déjà, moment où tu tires sur la gâchette. déjà, il va y avoir l'arrivée au pas de tir avant un match. Il va y avoir tout ce qui est la notion d'échauffement, c'est-à-dire est-ce que je fais des échauffements articulaires, est-ce que je prends le temps de m'étirer, est-ce que je fais du travail de respiration pour vraiment rentrer dans son corps et essayer d'abaisser au maximum son rythme cardiaque. Et aussi, des fois, on fait de l'échauffement donc face à un mur avec l'arme, sans équipement, pour vraiment reprendre les sensations qu'on peut avoir avec l'arme. Parce qu'on a pas mal on a une veste et un pantalon, donc voilà, c'est d'échauffer l'ensemble. Et puis après, au pas de tir, on va avoir un quart d'heure d'essai où on va commencer à bien se régler par rapport à la cible, à prendre ses sensations, mettre du rythme. Et puis au début du match, après, on déroule notre séquence de tir, c'est ce qu'on appelle. Donc ça va être du moment où je mets le plomb dans l'arme jusqu'au moment où je vais appuyer sur la queue de détente pour tirer et faire mon plomb, quoi. Donc ça va être si je rentre un petit peu plus dans le détail au niveau de la séquence de tir, ça va être je vais recharger, je vais épauler mon arme, je vais mettre l'arme sur moi, je vais respirer, je vais essayer de bien me relâcher parce que plus on est relâché, plus on est détendu, plus on est stable au niveau de la cible. Et l'objectif, en fait, c'est de faire chuter un petit peu mon rythme cardiaque pour justement arriver avec un rythme cardiaque le plus bas possible au moment du tir, avoir le moins de pulsations possible et de lâcher proprement sans faire bouger le canon au départ du coup, d'être bien centré avec les organes de viser la cible. Et moi, mon objectif, à chaque fois que je vais tirer, c'est de faire un 10.9, quoi. Ça me semble parfait, quoi. Mhm. Et comment du coup tu t'y prends pour baisser ton rythme cardiaque? Alors, pour mon rythme cardiaque, alors j'ai fait pas mal de travail d'apnée. Mhm. Voilà, parce que je voulais m'intéresser un petit peu aux différentes techniques de respiration, essayer d'augmenter un petit peu mes capacités pulmonaires aussi. Et après, ça va être du travail, par exemple tout ce qui va être respiration en carré, cohérence cardiaque, respiration rectangulaire, essayer de le mettre en place pour vraiment bien se relâcher. Et aussi tout simplement, quand j'inspire, en fait, il y a un côté au niveau du système nerveux sympathique, donc je vais avoir le rythme cardiaque qui va augmenter. Et justement, après, je vais être sur une légère expiration, une longue et légère expiration, pour faire diminuer au fur et à mesure mon rythme cardiaque. Petit à petit, il va descendre, 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 descendre. Et après, j'essaie de le coupler avec toute ma gestuelle pour quand j'arrive dessus, boum, je puisse lâcher au bon moment, quoi. Mhm. Ah, c'est intéressant du coup ce que tu dis parce que là je rebondis. C'est vrai que en fait à l'inspiration, en fait tu vois quand on inspire, t'as le diaphragme qui baisse, Ouais, ta cage thoracique du coup qui augmente ouais, et on le prend plus volume d'air. aussi du cœur augmente et du coup en Ouais, fait le sang
qui est dans ton cœur va circuler en fait plus lentement. Et là, le cerveau, en fait, du coup, il envoie un signal au cœur de s'accélérer. Donc, en fait, Ouais. quand tu inspires longuement, hein, tu augmentes ton rythme cardiaque. Et du coup, ça marche aussi à l'inverse. En fait, quand tu vas expirer longuement, donc ton diaphragme, il va monter, ta cage thoracique, du coup, elle va diminuer, et le sang dans le cœur, il va augmenter justement de vitesse. Et là, pareil, en fait, le cerveau, il va envoyer un message au cœur pour qu'il justement il abaisse en fait son rythme cardiaque. Et en fait, c'est comme ça. Hein, enfin, c'est ce qu'on appelle la variabilité du rythme cardiaque. Et du coup, en fait, enfin, juste il faut retenir que si on allonge notre inspiration, on va augmenter notre rythme cardiaque. Donc, on va être là en mode énergie. Et si on veut justement se calmer, se déstresser, abaisser son rythme cardiaque, eh bien, on augmente nos expirations. Ouais. Et du coup, là, c'est intéressant, juste avant de tirer, en fait, d'allonger ces expirations pour justement diminuer le rythme cardiaque. Et tu peux, voilà, parce que je pense que avant même tes séances de tir, t'es à combien de battements par minute à peu près? Tu sais Alors ça dépend si je suis debout ou assis, mais je veux dire en position de tir debout, je vais être entre 90 et 4, alors, on va dire 95 de moyenne debout. Du coup, donc assez vigilant. Et au moment de tirer, je vais réussir à descendre à 70 quoi. À 70. Ok, ouais. Donc, ça fait quand même C'est un pas petit mal delta. parce que Un petit delta. notamment en plus dans un moment de compétition, donc un petit peu de stress, descendre à 70, c'est quand même pas mal, hein. Ouais. Donc Non, c'est clair. ok. On le travaille tellement et en fait le tir c'est avant tout un sport de répétition, donc on l'intègre tellement qu'au final on arrive à le gérer de mieux en mieux et à le mettre en place un petit peu quand on a envie quoi. Et on sait, c'est vrai que dans la discipline du tir sportif, hein, le mental est vraiment prépondérant aussi, hein. Et quelle est ton approche un petit peu pour pour l'améliorer, pour le gérer aussi? Tu vois, pendant des années, après ça dépend du niveau, mais pendant des années je me disais le tir c'est avant tout aller 70% technique, 30% mental. Là, clairement, maintenant, mon discours, c'est plutôt 70-80% de mental et 20-30% de technique, surtout à haut niveau. Parce qu'on tire tous bien, mais c'est plutôt dans la gestion de comment tu vas réagir face à une erreur, comment tu vas gérer ton stress, ton appréhension, ton rythme cardiaque, et c'est toute cette partie-là qui va être déterminante. Et après, moi, j'utilise beaucoup tout ce qui va être travail de visualisation, travail de respiration. Voilà, de me dire quel comportement je préfère avoir en termes de voilà, est-ce que je vais plutôt être dans du stress ou au contraire mais non, je prends conscience de mon état et puis je me dis finalement j'aimerais bien être plus détendu, bien relâché, confiant et j'essaie vraiment de m'imprégner de ces valeurs-là et je visualise tout le temps une situation gagnante, que ça soit un bon plomb, que ça soit un moment où j'arrive à bien gérer parce que justement ça m'encourage et ça envoie aussi une information à mon cerveau qui me dit je suis plus ou moins en train de lui faire comprendre ce que j'ai envie d'avoir et d'être positif que si j'imagine une situation où je suis hyper stressé, j'arrive pas à gérer et j'ai pas envie que ça m'aspire à ça quoi. Donc c'est toujours visualiser une situation gagnante, une situation positive d'un événement et puis voilà quoi. Mais c'est intéressant. C'est vrai que maintenant la visualisation est très utilisée dans le sport de haut niveau et dans le sport, on va dire en général, hein. Mais c'est vrai que c'est voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu te visualises exactement, voilà, parce que c'est vrai que dans la préparation mentale, il y a un peu de tout, hein. Enfin, il y a la PNL, l'hypnose, la respiration, la visualisation. Et du coup, tu te visualises en train de tirer, en train de réussir, c'est ça? Ouais. Déjà au niveau du discours interne, je suis toujours ultra positif et je m'encourage. Après, je connais mes capacités et ma valeur, donc je sais que même si je vais avoir un petit coup de moins bien, je vais toujours réussir à rebondir. Mais oui, effectivement, après, là, je vais visualiser un geste qui est bien fait, bien maîtrisé, où je vais être bien centré par rapport à la cible, ça va être bien lâché, bien propre.
Et même en termes de, tout simplement, avant d'arriver à une finale, bah, je peux aussi me visualiser en train de gérer la finale, gérer mes émotions, pour envoyer un message à mon cerveau comme quoi que ça va bien se passer et que je vais pas subir le truc, quoi. Ah non, c'est intéressant. Et puis il y a eu Mm. beaucoup d'études qui ont démontré le pouvoir de la visualisation, hein, notamment même en musculation. Il y en a qui se visualisaient en Ouais. fait de soulever un certain poids, et t'avais un autre groupe qui ne faisait pas justement cette visualisation, et on voyait voilà que Il y avait une t'avais différence. Mais moi, t'avais une différence. parce que bon, à côté de ça, je suis coach aussi pour mes jeunes. Et souvent, il y a un exercice que j'aime bien, c'est essayer d'avoir le plus de rotation possible au niveau de la colonne vertébrale, d'aller chercher le plus loin possible avec ses bras et de prendre un repère à peu près où mon bras il s'arrête. Et là, en fait, après, derrière, je ferme les yeux et je me visualise le même geste, mais en allant plus loin. Et après, ce qui est incroyable, c'est que dès que je refais le geste derrière, ben, tu vas aller à 5 ou 10 centimètres plus loin, quoi, facile. Ouais. Ah Ouais. non, mais oui, le Et pouvoir du cerveau là-dessus, c'est ouais, impressionnant. En fait, ouais, ouais. on se crée notre propre réalité, en fait, finalement, hein. Mm. C'est pour ça Ah que, bah surtout tout le système de croyances, hein, et surtout les croyances négatives, qui vont vachement nous limiter et qui bah tout simplement nous limitent dans notre évolution. Et souvent, bah ça nous dessert plus qu'autre chose, quoi. ah, totalement, hein. Bah, tu vois, j'ai eu, il y a peu, une coach, justement, en neurosciences, là, sur le podcast. Et là, on parlait de ça, il y avait un exemple que j'aime bien donner, c'est par exemple, enfin, notamment, tu vois, sur les croyances limitantes, là, qui peuvent te limiter dans tes objectifs perso, pro. C'était, tu vois, par exemple, quand t'étais petit, on t'a répété que t'étais nul en maths. Voilà. On t'a tout le temps dit que t'étais nul en maths. Du coup, Eh tu l'as bien, intégré. tu vas tellement l'intégrer Mm. que tu vas trouver toutes les preuves dans ton quotidien qui va te prouver que bah t'es nul en maths, et finalement au Ouais. fur et à mesure tu le seras. Et on a plein de systèmes comme ça de croyances Ah bah oui. qui peuvent nous limiter, et à l'inverse il y a des croyances en fait de ressources aussi, en fait des croyances qui sont tellement enfin positives et intégrées en toi Mm. que c'est tellement Non, non, feu. c'est clair. Et puis on s'imprègne quand on est plus jeune, quand on est enfant, on s'imprègne énormément en fait de ce qu'on voit des parents. Et pour un peu qu'on a un de nos parents ou même un frère ou quoi qui soit tout le temps négatif, qui soit tout le temps un petit peu, bah, alors ça arrive pas tout le temps, mais on peut vachement plus s'en imprégner de fait de traîner, enfin d'être au quotidien avec ces personnes. Et c'est clair que, tu vois, moi je dirais, il y a un truc tout bête, c'est que quand tu t'entraînes avec les meilleurs et quand tu observes les meilleurs, bah, en fait, indirectement, tu progresses déjà. Parce que tu traînes qu'avec des meilleurs, tu dis tiens, comment il réagit à ça, qu'est-ce qu'il va dire à ça, comment il tire. Et c'est vrai que moi je le vois par exemple dans mon club, on a un club quand même assez élitiste sur le plan sportif. Et dès qu'il y a un jeune qui arrive dans notre club, généralement il progresse parce que Hmm. voilà, il prend du plaisir, il nous observe, il voit comment on fait. Et tout ça, bah, et puis même sur son état d'esprit, il dit, punaise, je traîne avec les meilleurs, donc je donne je donne le meilleur de moi, quoi. Et je pense que l'environnement est assez important pour évoluer. Ah oui, c'est l'environnement, il est vraiment, enfin, il faut Ouais, s'entourer, comme tu dis, bah des personnes qui nous poussent à nous dépasser, et ouais, même aussi quand on est, je pense, athlète de haut niveau, l'environnement des proches, donc de la famille, des amis, ouais. je pense que c'est aussi Ah, très ça a un important. impact aussi. Mm. Ouais, ouais, clairement. Clairement, je pense que le bon parent en soi, ça va être le parent qui va accompagner son enfant dans la performance sans le forcer et en étant juste suffisamment là pour le mettre en confiance et l'accompagner, Mm. mais sans lui dire tu dois faire ci, il faut que tu sois comme ça. Et c'est clair que moi, si je prends mon exemple, j'ai un gros accompagnement de ma mère quand j'étais plus jeune vers justement cette performance. Moi, j'avais un club aussi qui était très bien, mais voilà, le milieu familial est un fort impact aussi, hein, ça c'est clair. Ah ouais, non, ça c'est évident, hein. Et Mm. puis alors j'ai envie de rebondir là-dessus. Comment toi tu gères la préparation tout au long de l'année? Parce que là c'est vrai qu'on a parlé un petit peu
petit peu compétition, mais comment tu gères la préparation sur tout le long de l'année? Donc que ce soit voilà, peut-être t'as des plans nutrition, tu fais attention à ton sommeil, comment tu t'organises un petit peu pour gérer toute cette prépa à l'année? Bah, c'est pas évident parce que des fois on enchaîne vachement les compétitions, on a des phases de repos qui sont assez courtes et ce qui est important c'est de réussir à maîtriser la charge mentale parce que des fois à force de trop enchaîner pour un peu qu'on puisse en contre-perf. Et moi, je sais que l'année dernière j'ai un moment un coup de moins bien et tout et c'est clair que mentalement j'étais très chargé. Mais ouais, il y a des bases à bien respecter, que ce soit l'importance du sommeil, de bien dormir, dormir suffisamment, l'hydratation, la nutrition. Tout ça, c'est des éléments qui vont avoir un impact sur et même enfin, surtout la préparation physique aussi, hein. Nous, malgré qu'on fasse du tir, on a 4 à 5 heures de préparation physique par semaine parce que voilà, faut se sentir bien au quotidien. Si t'es affûté physiquement, bah tu retardes aussi la fatigue, t'es plus lucide. T'as la prévention des blessures, hein, t'es moins blessé parce que souvent on va avoir des lombalgies, des douleurs au dos et là, bah, pour le coup, c'est vachement important aussi. Donc, et moi dernièrement, effectivement, c'est pas que je négligeais, mais je faisais un peu moins attention à ce que je pouvais manger. Et c'est clair que du coup, de par une discussion avec la nutritionniste de l'INSEP, qui nous avait proposé ça, en fait, on a fait des tests, tout ce qui est glycémie, et de pouvoir optimiser sa glycémie. Et c'est marrant parce qu'on a eu un consultant américain qui est venu. Et c'était le premier à nous parler, enfin, c'était le premier. On en avait déjà entendu parler parce que, voilà, c'était quelque chose qui revenait. Mais c'était l'entraîneur, donc du coup, c'était un ancien DTN américain qui était aussi entraîneur, qui était entraîneur de médaillés olympiques et qui nous disait, nous, on faisait des tests de glycémie, essayer de lisser au maximum la glycémie, éviter les pics, les coups de fatigue. Et du coup, moi, ça m'a mis ça dans un petit coin de ma tête. Et puis, je me suis dit, alors au début, tu dis, ouais, que souvent, on est persuadé que par soi-même, hein, quand on nous dit, faut faire ci, faut faire ça, on n'y croit pas trop. Mais quand on s'en rend compte réellement de nous-mêmes, de l'importance. Et du coup, avec la nutritionniste, on a mis en place, la diététicienne de l'INSEP, pardon, on a mis en place, du coup, des patchs, un peu comme les patchs qu'ont les personnes diabétiques. Et ça permet de voir l'impact de la glycémie sur son état de forme et c'est plutôt bien fait, ouais. Bah pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est ce genre de patch qui vont où il y a un petit filament en fait qui va aller capter en temps réel en fait ton taux de glucose dans le Ouais, sang. dans le sang, ouais. Et du coup c'est intéressant parce que même je pense que tu as dû faire pas mal de tests en suivant ce que tu mangeais. Tu voyais que certains aliments te donnaient un gros pic de glycémie et à Bah, c'est clair. l'inverse d'autres beaucoup moins. C'est clair. Bon, je me suis amusé. Je notais absolument tout ce que je mangeais. Et c'est clair que de manger, enfin, pour moi, la plus grosse erreur à l'heure actuelle, c'est de manger sucré le matin. Parce que ça te perturbe la glycémie d'entrée de jeu. Donc déjà, dès le matin, tu tapes des pics de glycémie qui vont engendrer de la fatigue. Mm. Et en plus de ça, parce que la glycémie est directement liée à la fatigue, mais en plus de ça, ça peut déstabiliser un petit peu la glycémie au global sur toute la journée. Donc non, moi clairement je fais hyper attention et je sais que maintenant dès que je mange quelque chose, je vais avoir tendance à avoir un rythme cardiaque plus élevé en plus. Enfin, moi j'ai la sensation et c'est clair que dès que j'ai un gros pic de glycémie, je sens que mon cœur est moins bien relâché. En fait, après ça c'est plus ou moins logique. Le glucose c'est de l'énergie finalement. Donc si tu manges beaucoup de sucre et que tu bouges pas, et que tu fais pas un effort intense, il y a pas vraiment d'intérêt. Alors que si justement tu fais bien attention à ça et que tu arrives, surtout nous pour le tir, pour qu'on soit le plus relâché possible, et ben du coup, oui, moi je me sens plus relâché. Depuis que je fais attention à ça, je me sens plus relâché, plus régulier, moins fatigué, plus lucide. Enfin, j'y vois vraiment des bienfaits, quoi. Mais c'est vrai que voilà, tu parlais du petit déjeuner. Alors ça, je me bats un petit peu en consultation parce que c'est vrai que bah la tradition, on va dire française du petit déj, c'est aller pain, beurre, confiture, petit chocolat, une petite viennoiserie et un petit jus d'orange quoi. Ouais, Et ça voilà, bah c'est ouais, vrai que en fait ça fait monter ouais, c'est ton pas taux bon. de glucose, donc ça fait un gros pic et Ouais, après t'as un gros crash en fait qui amène du coup fatigue,
fringale, une Égal, ouais. moins bonne résistance au stress, Mm. voilà, moins d'énergie. Et Ouais, la c'est vrai résistance au stress, c'est que clair que c'est hyper important aussi. et 2 heures après, en fait, t'as faim. Et l'idée, Ouais. en fait, c'est d'avoir un petit déjeuner salé qui aura un moins gros pic de glycémie. Et même, en fait, dans le petit déjeuner du coup salé, donc c'est-à-dire protéiné, eh bien, en fait, les acides aminés, donc c'est des branches hein, qui sont présentes dans les protéines. En fait, ça va te permettre de lancer en fait tout ton système, donc déjà de neuromédiateurs, donc dans ton cerveau, hein, dopamine, noradrénaline, etc. Et ça permet aussi de lancer aussi ton système hormonal. Donc, en fait, globalement, ça permet d'augmenter, d'améliorer ton métabolisme dès le début de la journée, et ça va vraiment te mettre dans un élan Ouais. vraiment intéressant. Et c'est pour Ouais. ça que ouais, les protéines le matin, c'est Ah, vraiment c'est essentiel. Et c'est juste en fait méga une important. habitude à changer. Hein. C'est vrai qu'au début, on se dit ouais, oh, manger un œuf comme ça le matin ou manger Ah voilà bah, un petit peu de saumon ou un petit peu d'avocat. C'est vrai qu'au début, ça peut paraître voilà bizarre, mais en fait, au fur et à mesure, on s'habitue et on prend vraiment plaisir et on ouais. voit la différence sur notre matinée, quoi. Clairement, on Ouais, est non, que c'est ce clair. soit mentalement ou physiquement. Hein. Mais moi, le premier à l'époque, quand j'étais jeune, alors souvent on disait que c'était les Anglais qui mangeaient salé le matin, que ce soit du bacon, même en Allemagne, hein, beaucoup. Mm. Oui. Et moi, je disais, ouais, putain, mais comment il faut pour manger ça le matin, quoi. Et en fait, on a tellement été habitué à manger sucré et on a tellement, après, je pense que l'impact marketing aussi dans notre vie au quotidien, nous dirige à manger plus sucré, que ce soit, par exemple, je sais pas moi, des céréales ou Les céréales. Mm. bah, céréales, c'est hyper sucré. Mm. Et là, pour le coup, en fait, on a ou même la fameuse pâte à tartiner aussi. Voilà, c'est des Mm. trucs faciles et donc, euh, donc ouais, ouais, donc c'est clairement une erreur. Mm. Non, mais c'est clair. Et c'est vrai que les céréales, en plus, la matrice en fait de l'aliment, elle est complètement transformée. Donc finalement, en fait, c'est des calories vides et ça va rien t'apporter niveau nutriments. Donc Ouais. c'est vrai que et quel autre constat tu as fait du coup en portant le patch là de glycémie? Est-ce que tu as fait d'autres tests ou est-ce que tu as remarqué d'autres petites choses? Clairement, le petit déjeuner, je dirais aussi sur le repas du soir, de manger trop sucré le soir aura un impact sur la glycémie en dormant. Et c'est vrai que bah, plus j'arrive à lisser ma glycémie entre guillemets avant d'aller me coucher, mieux potentiellement je peux récupérer et dormir. Mm. Et je sais qu'en France on aime bien petit dessert, on aime bien, voilà c'est un petit peu dans la culture le dessert on va manger, mais bon après il y a pas que ça. Hein. Si on mange un pâte c'est pareil, ça va avoir un impact sur la glycémie. Et et du coup je dirais que effectivement si on veut bien récupérer, faut faire attention aussi à ce qu'on peut manger le soir. Mm. Ouais, c'est vrai que l'idée c'est de manger plutôt léger le soir et le plus Ouais, tôt possible. Et tu verras que ouais le sommeil il sera beaucoup plus réparateur. Hein. Tu vois, moi j'ai fait plein de tests hein, sur moi et notamment sur le sommeil, avec le capteur de glycémie, avec une montre aussi qui permet de regarder la variabilité de ta fréquence cardiaque durant la nuit. Je faisais des tests suivant ce que je mangeais le soir, tout ça et c'est vrai que en vrai, juste 2 conseils, mais vraiment, enfin, facile, c'est manger léger le soir et le plus tôt possible. Et déjà, là, ton sommeil, il va être grandement réparateur, que si tu prenais un repas bien lourd le soir et assez tard, en fait. ouais, Et déjà, rien que ça, tu peux carrément augmenter la récupération de ton sommeil. Quitte même mm, à, en fait, tu verras que tu pourras même dormir moins, mais ton sommeil sera beaucoup plus réparateur. Donc là, ouais, bien sûr. c'est intéressant et notamment toi dans ta récupération, est-ce que tu as justement des petites astuces comment tu récupères en fait au quotidien, est-ce que même après une compétition, après un entraînement, est-ce que voilà, t'as des petits rituels qui te permettent de récupérer au mieux? Je dirais faut s'alléger aussi mentalement, genre faire des choses que l'on aime, que ce soit Ouais.
aller se balader, aller voir sa famille. C'est important aussi de la charge mentale, évacuer un petit peu et se faire du bien. Après, effectivement, ben, pareil, c'est un petit peu pareil, le sommeil et la nutrition vont avoir un impact aussi sur la manière de récupérer. Un effort physique aussi de faible intensité. Je sais pas moi, aller faire du vélo, aller faire de la marche, courir un petit peu, mais léger sans faire de fractionné ou quoi que ce soit. On a eu différentes pistes un petit peu pour récupérer et se faire du bien. Alors après, nous dans le tiers, on n'a pas de grosse charge physique parce que nous on va être beaucoup sur le cognitif, donc on a un peu moins de charge physique, mais c'est clair que il faut prendre du recul, se faire plaisir. Et il y a des phases où, par exemple, arrivé au mois de mai-juin, on est déjà quand même attaqué à partir de septembre-octobre. Voilà, c'est un moment où même à partir de décembre, enfin, entre décembre et mai-juin, c'est des phases où des fois on a besoin et on a envie de faire autre chose. Et du coup, on va faire des sports co. Nous, on va fond badminton, donc on va pas mal jouer au badminton, du ultimate, du foot, voilà, tout ce qui peut te faire du bien, te défouler et bon, toujours en étant safe parce que le but c'est pas de se blesser. Mais voilà, oui, Mm. de par l'activité physique aussi, on arrive à se faire plaisir. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que d'avoir aussi une variété de sports, même si voilà, ton sport c'est le tir, Ouais, mais ouais, c'est aussi intéressant, ouais, de prendre du plaisir sur d'autres sports et ouais, ça permet aussi de lâcher la pression et de, ouais, ouais, clairement. mm. Ah, nous, on Ouais, a à fond badminton, hein, on se fait plaisir, hein. Généralement, tous les vendredis, on fait badminton. Et quand on peut et que le calendrier le permet, mais c'est clair que de faire autre chose et puis de se défouler, de te faire plaisir, en plus, à chaque fois, il y a une bonne ambiance, donc c'est mm. c'est important. Ah, c'est génial. Et est-ce que, enfin, comment tu gères aussi la fatigue visuelle? Parce que c'est vrai que en fait, au tir, t'as quand même aussi un œil de caché. T'es souvent du coup dans la lunette de tir. Est-ce que Mm. voilà, tu le ressens aussi sur ta fatigue visuelle? Ouais, le soir souvent après des matchs où t'as eu beaucoup d'intensité, la finale, dans la foulée, c'est vrai que le soir tu peux être un petit peu, tu sens que au niveau des yeux, t'as une fatigue visuelle qui s'installe. Euh, Moi, j'ai des lunettes de repos, bon, que je mets jamais, mais j'ai des lunettes de repos. J'ai la chance d'avoir une très bonne vue, hein. J'ai 18 sur 10 à peu près aux yeux. Donc, généralement, je récupère bien. Le sommeil aussi permet de bien récupérer au niveau de Bien l'acuité sûr. visuelle. Et l'hydratation, de rester bien hydraté aussi, va avoir un impact dessus. Ce qui va être oxygénation, hydratation, au niveau de la vue, Mm. ça va être important, hein. Mais Ah sinon, mais non, j'ai pas plus de rituels que ça pour récupérer niveau visuel. ok. Mais c'est vrai que le sommeil, franchement, c'est le number one, hein. Clairement, Ouais, même là, je discutais avec un athlète du coup du Congo qui court des semi-marathons et enfin c'est vrai que voilà, c'est le premier en fait, la première chose à laquelle il faut penser pour récupérer, c'est le sommeil. C'est mm, en fait, faut pas aller chercher plus loin. C'est vraiment ça, c'est le premier. Une fois qu'on l'a bien optimisé, là, on peut aller un peu voilà voir autre chose. Mais c'est vrai que le ouais, sommeil est vraiment essentiel, hein. ouais, c'est clair. Et je voulais te demander aussi, qu'est-ce qui caractérise pour toi un champion? Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un de lambda et quelqu'un qui va gagner des médailles? Il peut y avoir beaucoup d'éléments, mais je dirais que dans le sport de haut niveau, faut vraiment avoir faim et faut vraiment avoir envie d'avancer et de donner le meilleur de soi. Et bon, ok, là j'ai mal tiré ou la compétition était pas bonne, mais bah hop, je me remets en question, j'analyse et puis hop, j'avance, je retourne à l'entraînement. Faut vraiment, souvent je dis, faut vraiment avoir la dalle, hein, pour avoir Mm, envie de progresser et d'aller chercher des médailles. Et pour avoir cette fin, forcément, il faut être focus un petit peu sur ses objectifs. Pas oublier ce qu'on a envie de faire, envie d'aller gagner, envie de mettre en place. Donc ouais, je pense que c'est cette ténacité aussi qui est méga mm, importante dans le sport de haut niveau et toujours garder cette motivation, hein. mm. C'est pas facile parce que au quotidien on va avoir de la fatigue, on va dire ah, j'ai pas envie d'aller m'entraîner mais c'est là que la rigueur en fait rentre en jeu, La discipline, ah bien sûr. Mm. la discipline. Et je dis toujours moi, il faut de la motivation. Le problème de la motivation c'est qu'elle fluctue, un coup je suis à fond, un coup un peu moins. Donc là la rigueur va venir entrer en jeu. Et puis la notion de plaisir aussi est très importante parce que si j'aime ce que je fais, forcément ce sera un moteur pour continuer d'évoluer quoi.
Non mais c'est clair, ça c'est vrai que comme tu dis la motivation elle fluctue et Ouais, ça tu vois bah moi là je suis en prépa pour faire un trail marathon et c'est vrai que bah des fois ouais t'as la flemme d'aller t'entraîner, je sais pas parce qu'il pleut, parce que t'as passé une sale journée. Mais vas-y, tu te poses pas question, tu mets tes baskets et t'y vas. et tu vas, Et ouais, non, c'est et clair. de toute façon, moi j'ai jamais regretté y être allé, tu vois. C'est, Non, tu vois, après l'entraînement, voilà. Mais voilà, c'est ça en fait. Tu débranches le cerveau, hop, tu le mets de côté, tu mets tes baskets et t'y vas quoi. Tu te poses mm, pas la question et puis. ouais, Mais c'est ouais, très ouais. important ça. Mm, Des fois, faut réussir un petit peu à déconnecter et puis bah, mettre en place la rigueur et puis aller s'entraîner, quoi, c'est clair. mm. Et c'est vrai que bah la résilience aussi dans le sport de haut niveau, c'est vraiment voilà important, hein, après des échecs et justement toi, quelle est ta plus grande déception dans le sport de haut niveau que tu as eu? Plus grosse déception, ouais, il y en a plusieurs, hein, parce qu'on en connaît plein. Bah, c'est vrai qu'en 2021, c'était une année un petit peu compliquée parce qu'on sortait du Covid et il n'y avait pas eu de match du tout, on sortait pas et en fait, du coup, on avait mis en place, donc on avait matché en France sur notre stand national, donc on arrivait quand même à faire quelques compétitions. Et en gros, de toute la saison, il y avait rien, sauf le championnat d'Europe. Et le championnat d'Europe était la dernière place pour se qualifier pour les Jeux. Et j'avais fait une super saison, que ce soit à l'entraînement ou même sur les matchs de préparation en France du coup parce qu'on pouvait pas sortir. Et du coup j'étais très attendu sur le championnat d'Europe et j'ai répondu présent parce que j'ai fait un gros match et j'avais très bien tiré et c'était vachement bien. Par contre bah malheureusement en finale on était trois et il y avait deux places pour Tokyo. Et j'ai fini du coup troisième. Enfin le premier non coté en fait pour les Jeux de Tokyo à un dixième. Donc un dixième c'était vraiment que dalle quoi parce que j'ai fini par un 10-0, un j'aurais fait un 10.1, je partais donc c'est vraiment rien. J'aurais pu partir à ce moment-là donc ouais là j'ai pris une belle claque et ça n'a pas été facile sachant qu'en plus le championnat d'Europe il n'était pas fini. On continuait les autres épreuves donc il y avait l'épreuve par équipe en plus on finit quatrième le lendemain. Et après, il y avait l'épreuve mixte. C'est-à-dire, nous, à 10 mètres, on a une épreuve individuelle et une épreuve mixte. Et les deux sont olympiques. Donc, mixte, c'est un garçon et une fille et un garçon. Et du coup, on fait champion d'Europe dans la foulée parce que bah, ma partenaire et moi, à ce moment-là, on était affûtés à fond. Moi, je venais de louper tout juste mon quota pour me qualifier pour les Jeux. Et on pouvait se qualifier pour les Jeux qu'en individuel. Donc voilà, j'avais loupé mon quota et on fait champion d'Europe. Et je pense qu'à ce moment-là, on aurait pu aussi aller chercher. Bah, elle a réussi à se qualifier pour les Jeux, mais je pense qu'au niveau du mix sur les Jeux Olympiques, tous les deux, on aurait pu faire une belle performance aussi cette année-là. Hmm. Ah, t'es Donc passé voilà, à frustration. un dixième de la qualif à Tokyo Ouais, ouais, c'est mais du comme un coup mec qui après, court un hmm. 100 mètres, qui court en 9,90 et s'il avait fait 9,89, il était qualifié, quoi. C'est pareil. Oh. Ah, Ouais, j'imagine le goût d'amertume que tu as dû ressentir sur le moment. Mais du ouais, coup, ça a mis un petit peu de baume au cœur après la victoire en mixte qui a ouais, suivi. ouais, c'était clairement l'ascenseur émotionnel. Là, pour le coup, Ouais. entre la désillusion, en plus, j'étais attendu, je tirais très bien. Et puis bah sur la finale où bah clairement là j'ai commencé à être trop la tête sur le quota et pas assez focus sur moi et du coup derrière ouais cette médaille je passais voilà c'est Hmm. de tout à rien et de rien à tout quoi. Mm. Ah ouais. Et à l'inverse, quel est ton plus beau souvenir sportif sur les dernières années? Est-ce que t'en as un en tête? Ça c'est pareil j'en ai plein et Il y en a plein. je dirais on avait fait vice-champion du monde avec mes deux collègues parce qu'on a une formule par équipe sur les championnats du monde. Et ce qui est bien aussi d'être en équipe, donc c'est les équipes de trois, ce qui est bien, c'est que ça sort un petit peu du côté individuel de la discipline. Et on avait fait un match de folie, donc il y a une première qualification où ils gardent les 8 premiers, et après il y a une petite qualification, où là en fait c'est le premier contre le deuxième et le troisième contre le quatrième en finale. Donc en fait, on a tiré cette fameuse qualification et c'était hyper chaud parce que ça jouait un point près, machin. Et en fait, à la dernière balle, donc moi j'avais fini de tirer, mon collègue aussi, et il en restait un à tirer.
il tire sa balle, il finit par un 10 et du coup on jouait la médaille d'or. Donc on savait que même si on voulait l'or, bon on a eu l'argent, mais même si on savait qu'à ce moment-là on avait notre médaille parce que soit on repartait avec l'or ou avec l'argent après sur la finale. Et du coup, bah, c'était humainement parlant, c'était un super moment quoi. On avait T'es tous un peu les déjà, larmes ouais. aux yeux, on était tous super heureux. On dit putain, on va chercher la médaille et c'était vraiment un bel échange. C'était Ouais, vraiment parce vraiment que super. tu savais qu'il y avait la médaille, soit d'argent, Ouais, soit d'or, et déjà, ouais, c'est ça. Ouais. émotionnellement, c'est Ouais, et incroyable. puis on avait la pression parce que la formule par équipe, c'est un sprint. Pour vraiment tirer vite et du coup bah tirer bien et vite. Et là pour le coup, les trois, on a vachement bien tiré. On était vachement bons Mhm. et puis bah tu vois après, en fait c'est la soupape qui s'ouvre un peu quoi. Et puis là on voit punaise, on dit punaise yes. Et ça y est, on a au minimum l'or ou l'argent et on était tous hyper fiers de nous quoi. Ah, c'est Mm. incroyable. On avait Un une beau osmose ce moment. jour-là sur l'équipe qui était superbe. Mhm. Et j'espère qu'il y aura d'autres moments comme ça exceptionnels. Et Ouais. bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là maintenant? C'est vrai qu'il y a les JO de Paris qui arrivent. Mm. Est-ce que tu te sens prêt là pour l'instant? Ça va s'enchaîner hein, dans les prochains mois. Ça C'est va vrai que ça va. s'enchaîner, donc là je dirais bah de me qualifier au jeu et puis bah d'aller au jeu c'est bien, mais de les gagner c'est mieux. Parce que finir 50e d'un Jeux Olympiques, finalement ça sert un peu à rien. Hmm. Mais non, clairement ouais, ce serait de me qualifier, d'aller chercher une médaille. Et moi j'ai des ambitions aussi pour 2028, donc après j'irai jusqu'à Los Angeles et après j'arrêterai parce que moi j'aurai 34 ans et c'est quand même très prenant le sport de haut niveau et si on veut y mettre une belle énergie, faut savoir tempérer à certains moments quoi. Hmm. Donc ouais, clairement me qualifier au jeu, d'aller chercher une médaille et puis bah, après de continuer à progresser pour les prochaines années. Ok, génial. Bah, on te le souhaite. En tout cas, Mm. j'ai hâte au JO. C'est vrai que moi, j'adore ça aussi parce que c'est une multitude de sports, ça rassemble énormément de gens et ouais, j'aurai à cœur de regarder. Ça va être vraiment sympa. En tout cas, bah, merci, hein, Brian. Je te remercie grandement. C'était vraiment Avec plaisir, intéressant. Où avec est-ce qu'on plaisir. peut te retrouver si on veut te suivre? Sur Instagram, Brian Baudouin ou sur Facebook, Brian Baudouin 10.9. Ok. Moi, je mettrai de toute Yes, façon tes liens dans la c'est description. gentil. Et est-ce que tu aurais, parce que j'aime bien aussi terminer par ça, un petit défi là pour ceux qui nous écoutent, pour que ce soit même un défi sportif ou un défi pour prendre soin de soi, de sa santé, voilà, sur 7 jours. Bah, petit défi, tout simplement, on en a discuté, bah, ce serait de manger salé le matin. J'adore, j'adore. Allez, de, ok. de voir si c'est possible et de le mettre en place et de s'y tenir et tout simplement écouter son corps et ressentir s'il y a des bienfaits ou pas, quoi. Super, j'adore. Bon, en tout cas, encore un grand merci, hein, Brian. Avec Et plaisir. puis voilà, on aura à cœur de te suivre. Et en tout cas, je C'est t'envoie gentil. toute ma force pour les JO de C'est cette année, gentil. du coup en France à Paris. Oui. Je subis la pression comme tous les sportifs de haut niveau. Mais le stress pour les tireurs, c'est particulier, parce que ça joue sur le mouvement et la capacité à viser. Si t'arrives pas à gérer tes émotions, ça peut être très compliqué. Il faut se focaliser sur soi-même, ne penser à rien d'autre que sa séquence de tir. La veille d'une compétition, je m'occupe l'esprit. Je vais à la salle de sport, je regarde un film pour ne pas tourner en rond, je prépare mon matériel. C'est des routines qui me permettent de faire baisser la pression. Dans notre sport, il faut être immobile. Tout se joue sur la coordination, viser, lâcher. La pression commence à monter quand je me rends sur le lieu de la compète. C'est important de ne pas se laisser déborder par des pensées parasites. Il faut toujours chercher le positif et contrôler les pensées qui peuvent nous assaillir. Quand je m'avance sur le pas de tir, là, il n'y a plus d'échappatoire. Je me concentre sur moi, je fais descendre mon rythme cardiaque, je m'oxygène, je pars en visée sur une légère expiration. En quelques instants, je passe de 110 battements par minute à 70.
Brian Baudouin, je suis prêt pour les Jeux.